bien. Merci Fethon pour cette introduction. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre présence ici. C'est un moment important pour nous. C'est le moment qui coïncide effectivement entre l'inauguration officielle de ce local, mais c'est également le moment de lancement de la campagne officielle aujourd'hui. La France a un nouveau président, Emmanuel Macron, nettement élu contre le Front National de Marine Le Pen. Au deuxième tour, il a été le candidat de tous les démocrates contre l'extrême droite, celui des pro-européens contre les nationalistes. Mais aujourd'hui, il est le président de tous les Français et il doit les rassembler. Ce fut une élection particulière, voire même inédite. Que de premières! Pour la première fois sous la Ve République, un président sortant, en fin de premier mandat, n'a pas été en mesure de se représenter. Pour la première fois sous la Ve République, 2 grands partis de gouvernement ont été éliminés au soir du premier tour. Les primaires, devenues un mécanisme partagé de sélection des candidats, ont été en partie détournées de leur sens et ont éliminé les figures les plus rassurantes ou expérimentées au profit d'outsiders qui n'ont pas su, pour des raisons différentes, porter haut les couleurs de leur formation politique. Le Front National, qui s'était déjà qualifié pour le second tour en 2002 avec Jean-Marie Le Pen, a multiplié par 2 son score de l'époque avec sa fille, qui a pourtant montré ses limites. Mais il s'est manifestement banalisé. Un bloc souverainiste et populiste s'est libéré, sans tabou ni pudeur. Malgré l'ampleur de la victoire du second tour, cela reste pour la France un choc, une blessure et un puissant signal d'alarme pour le futur. L'extrême droite, toujours aussi violente, xénophobe, prompte à jouer des peurs et des passions négatives, se heurte toujours à un plafond de verre. Elle ne gagne pas. Mais elle continue de progresser, et sa défaite ne doit pas être un lâche soulagement. Le combat contre le populisme et le nationalisme est plus que jamais d'actualité. Et au final, c'est donc un candidat jeune, à la tête d'un parti qui n'existait pas il y a 1 an, qui l'a emporté sur une ligne centrale, ni droite ni gauche, et de droite et de gauche. Cette élection fut donc celle du coup de balai, du dégagisme. Elle a périmé tous les codes, bousculé toutes les habitudes. Elle ouvre une période de changement, mais aussi d'incertitude. Cette élection, comme tous les scrutins décisifs, doit beaucoup aux circonstances et un peu à la chance. Mais évidemment, il serait léger et imprudent de s'en tenir à cette analyse, en attendant, en quelque sorte, que le fleuve rentre dans son lit, que les règles traditionnelles de la vie politique française reprennent leurs droits. Ceux qui pensent ainsi seront démentis et évidemment déçus. Ce second tour et la victoire d'Emmanuel Macron n'ont été possibles que parce que les Français ont éprouvé un intense sentiment d'échec des formations politiques et des leaders qui ont dirigé le pays depuis longtemps. Parce qu'ils ne croient plus, du moins plus uniquement, ou principalement en tout cas, au clivage gauche-droite tel qu'ils l'ont incarné. Le 23 avril, comme le 7 mai, sont des votes de rejet, mais aussi d'aspiration à une rénovation profonde de la vie politique, de contestation des partis classiques, de leur leadership et de leurs idées. Rien dans nos débats politiques ne pourra plus, à compter de ce jour, se dérouler comme avant. Il serait vain de le croire et stupide de l'espérer. Le besoin d'une rénovation en profondeur de notre vie politique est évident. Je ne crois toutefois pas que nous soyons en 1958, à la fin d'une république discréditée par l'instabilité et les guerres coloniales. Le nouveau président voudra promouvoir une nouvelle génération, issue en bonne part de la société civile. Eh bien, il a raison. Il aura aussi besoin, par contre, du renfort de femmes et d'hommes d'expérience, connaissant les rouages gouvernementaux et parlementaires, aux convictions politiques fortes. Beaucoup dans ce début, dans ce succès du quinquennat qui commence, dépendra la réussite de cet amalgame, de cette alchimie, et de la configuration du paysage politique qui se dessinera avec la formation du gouvernement et surtout avec les élections législatives qui s'annoncent plus ouvertes que jamais sous la Ve République. J'ai déjà donné mon sentiment, je le répète, dans la situation à proprement parler extraordinaire que nous vivons, celle d'une abstention massive et d'un nombre record de bulletins blancs et nuls, d'un Front National épaulé par tous les ultra-conservateurs et les nationalistes du pays, bref, d'une accumulation sans précédent de ressentiments. Je crois au rassemblement et à la diversité plus qu'à la rupture, et à la coalition plus qu'à la fusion. Notre vie politique ne peut, selon moi, se résumer à la confrontation entre une droite durcie, sans bornes ni limites, une gauche anti-européenne et hostile à toute culture de gouvernement, et un centre progressiste, ne serait-ce que
parce que l'alternance entre ces forces, qui est l'essence de notre démocratie, déboucherait forcément sur le populisme et la sortie de l'Europe. La démocratie française a besoin d'une gauche, gauche de responsabilité, européenne, certes modernisée et rénovée, pour conjurer cette issue désormais menaçante. Dans les 5 ans qui viennent, il faudra amorcer un changement du modèle français pour remettre le pied à l'étrier à ceux qui se sentent laissés pour compte par la mondialisation. Cette élection doit avant tout déboucher sur des changements dans les politiques conduites. La présidentielle de 2017 n'est pas comme les autres. C'est une élection de crise politique, de crise sociale, de crise intellectuelle et de crise morale. La France est divisée comme jamais, et sans doute aussi déprimée. Elle doute d'elle-même et est tentée par le repli, voire la régression nationaliste. Elle ne s'aime plus. Et du coup, elle n'aime ni l'Europe, ni le monde, où elle a pourtant un rôle majeur à jouer. Dans les 5 ans qui viennent, si nous voulons que ce scrutin ne soit pas la dernière étape avant la victoire du Front National, il faudra amorcer un changement du modèle français de croissance pour créer plus d'emplois de qualité et le rendre plus écologique, dessiner un avenir pour une jeunesse inquiète, continuer d'ouvrir des perspectives à ceux qui ont la chance de pouvoir évoluer dans la mondialisation, mais surtout remettre le pied à l'étrier à ceux qui se sentent laissés pour compte dans ce grand mouvement. Rassurer également, par une présence tangible dans leur quotidien, nos concitoyens qui vivent dans les zones rurales ou de montagne et qui se détournent des formations de gouvernement. Cela passe par un investissement redoublé dans le capital humain, dans l'éducation et la formation, et par une lutte acharnée et raisonnée contre les inégalités. C'est ainsi que nous pourrons affirmer nos valeurs, liberté, égalité, fraternité, et montrer qu'elles ont un sens effectif pour tous les Français, toutes les Françaises, ce qui suppose aussi de transformer et de moraliser notre vie politique usée et insatisfaisante. Aujourd'hui, le débat fait rage entre les partisans d'une opposition résolue et les tenants d'une participation à la majorité présidentielle. Certains précipitent leur choix, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, au risque de se condamner à la marginalisation et de décourager leurs électeurs, qui attendent plus de dignité et surtout plus d'unité. Ce spectacle est d'autant plus désolant que ces acteurs sautent à pieds joints dans le piège qui leur est tendu, car aucune de ces options n'est en fait ouverte, donc pertinente. Le nouveau président, désireux de se constituer une majorité qui lui est propre, ne souhaite en effet pas inclure le Parti socialiste dans une coalition. Il a choisi de nommer un Premier ministre issu des rangs de la droite. Et pourtant, son projet comprendra à l'évidence des propositions progressistes et pro-européennes qu'il sera absurde demain de refuser. Plutôt que de s'enfermer dans une querelle totalement stérile, il faut être méthodique et travailler une feuille de route claire. Nos idées n'ont pas vocation à s'incarner ailleurs que dans une gauche de gouvernement. Et un parti socialiste qui ne serait pas clairement de gauche, sans pour autant être sectaire ou irréaliste, n'a par définition pas de raison d'être. Il a toujours une utilité, et même une nécessité en Europe comme en France, pour rendre la mondialisation plus juste, lutter contre les inégalités et inventer de nouvelles conquêtes sociales. Durant ces élections législatives, des 11 et 18 juin, l'enjeu est évidemment de faire campagne, de défendre nos idées, de remobiliser les électeurs de gauche qui se sont dispersés. Dans tous les cas de figure, nous, qui ne serons à l'évidence pas au cœur du pouvoir demain, devrons faire preuve d'intelligence et non de systématisme, soutenir ce qui va dans le sens de nos idées, discuter ce qui pourrait heurter par contre notre conception de la justice sociale, et toujours se comporter en force de proposition. Il ne s'agit pas de s'opposer au nouveau président, mais de lui permettre de compter sur et avec une force à la fois positive et libre à gauche. Il n'est pas contradictoire de vouloir aider Emmanuel Macron à réussir son quinquennat, sans réserve ou frilosité, et d'affirmer un projet de gauche moderne, sans hésitation ou timidité. Les questions de fond sont nombreuses et pressantes. Pour être à nouveau audibles et crédibles, nous devons y répondre. Comment armer et protéger les travailleurs dans la mondialisation? Quelles doivent être les missions de la puissance publique au XXIe siècle? Quel projet européen voulons-nous? Quelles sont les nouvelles frontières à conquérir en matière de liberté individuelle? Comment réactualiser la lutte contre les inégalités? Quel financement pour la transition énergétique? Comment projeter notre puissance dans le monde à l'heure de Trump et de Poutine? Pour nous, il n'y a pas de réelle efficacité de l'action publique sans justice sociale. Pas de cohésion nationale et sociale possible si les inégalités s'accroissent. Nous devons garder la raison et nous concentrer sur l'essentiel pour être fidèles à nos idéaux, redonner confiance aux Françaises et aux Français et être utile à notre pays. François Mitterrand disait « Il ne saurait y avoir une France qui gagne si l'autre perd ».
Nous sommes aujourd'hui plus que jamais comptables de cette ligne politique. Nous seuls. Alors je sais compter sur votre mobilisation, comme vous pouvez compter sur notre engagement pour une politique constructive et vigilante pour notre territoire et l'ensemble de ses habitants. Je vous remercie et bon travail à tous.